Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique sur la méthode de Denavit-Hartenberg modifiée par Khalil Clydefinger qui permet en gros de spécifier les axes d'un robot pour pouvoir faire entre autres le modèle géométrique direct de ce robot. Donc on va faire un petit rappel avant sur ce qu'est un modèle géométrique direct. Donc en fait le but de ce modèle là c'est de passer de l'espace articulaire, l'espace des angles de chaque articulation, à l'espace cartésien, la position orientation de l'effecteur dans un repère bon. Donc le but est de passer l'espace articulaire où on connaît les Q à un espace où on va essayer de trouver la position d'un effecteur ou de tout autre corps du robot et son orientation dans un repère de référence. Donc les degrés de liberté qui vont faire partie ici de Q en fait vont vous permettre de définir une transformation d'un repère dans son repère antécédent, ce qu'on a noté ici AI, TI. Et le modèle géométrique direct en fait nous dit que pour avoir la position d'un effecteur dans un repère 0, un repère de référence, il faut prendre les transformations du repère 0 dans le repère 1, du 1 vers le 2, etc. jusqu'à aller à l'antécédent de l'effecteur, jusqu'à l'effecteur. Une fois qu'on a toutes ces transformations de base, on fait la multiplication, on va obtenir la position orientation de l'effecteur dans un repère de référence, ici le repère 0. Donc, je vais donc présenter la méthode. Cette méthode-là, c'est la méthode, on va dire, modifiée. J'ai fait une autre vidéo sur la Denavit-Hartenberg, on va dire, historique. Cette méthode ici, c'est la méthode qui a été modifiée par Khalil et Clydefinger. C'est une méthode qui est quand même beaucoup enseignée en France. Elle a des avantages. Et donc du coup on va la présenter ici. Faire attention, si vous avez une documentation d'un robot, vérifiez c'est quels paramètres des Denavit-Hartenberg qui y figurent. Donc déjà on va expliquer un petit peu comment on va placer les axes. Quel est le principe de cette méthode? Donc en général, pour obtenir cette matrice de transformation que je vous ai présentée avant, entre deux repères, il faut 6 paramètres. 3 rotations, 3 translations. Les méthodes DH, donc DH pour Denavit-Hartenberg, que ce soit l'historique ou la version modifiée, va te permettre de définir cette transformation grâce seulement à 4 paramètres, ce qui va en théorie nous limiter le nombre de calculs. Par contre, pour cela, en fait, il faut définir les axes suivant certaines règles qui vont être les suivantes. Un repère I va être lié à un corps I. L'axe ZI va être porté par l'articulation I, donc rattaché sur ce corps I. L'axe XI va être porté par la normale commune à XI et XI plus 1, c'est-à-dire l'axe Z suivant. Et YI est choisi de telle manière à avoir un repère XY orthonormé direct. Donc les paramètres de la convention, alors j'appelle ça la convention Khalil-Clydefinger, va nous permettre de passer d'un repère RAI au repère I. On va définir un angle alpha I. Donc ici on va présenter un peu le dessin avant. Ici on a un repère I-1, enfin J-1 ici. Donc avec l'axe Z, l'axe X, l'axe Y n'est pas représenté parce que finalement on le connaît à partir de X et Y. Et un deuxième repère qu'on a ici, ZJ, XJ. Donc comment on va passer d'un repère à l'autre? Donc on va tout d'abord faire une rotation autour de l'axe XI, XI-1, donc l'antécédent de I. Donc pour relier cet axe-là, pour le faire tourner vers le nouvel axe. Ensuite, on va avoir une translation toujours sur l'axe antécédent XI d'une distance DI. Ensuite, donc du coup, on est arrivé ici à ce repère-là. On aurait le X toujours dans ce sens-là. On va faire une rotation autour du nouvel axe autour du nouvel axe X, Z, pour ramener le nouvel axe X à sa position finale. Et ensuite, on va faire une translation autour de cet axe Z pour l'amener ici. Donc voilà un petit peu les 4 paramètres qu'il y a là. On va faire un petit exemple, ça va éclaircir les choses tout de suite. Donc une fois qu'on a ça, donc on a ces 4 paramètres là, la matrice de transformation d'un repère I dans son repère antécédent, ça va être une rotation suivant X d'un angle alpha I, une translation suivant X d'une valeur DI, une rotation suivant Z d'un angle θ I, une translation suivant Z d'un angle RI, d'une valeur RI. Ici, translation, rotation, on peut les inverser sans problème, vu qu'elles sont suivant le même axe. Pareil pour ici. À la fin, on va avoir une matrice de transformation du repère I dans son repère antécédent qui va avoir cette forme ici.
Donc maintenant, on va faire donc juste voilà, les articulations, on va dire actives, la partie active des articulations. Ça va être RI en cas de glissière et θI en cas de liaison pivot. On va prendre un petit exemple. Donc c'est le même exemple que j'ai pris pour la Denarby-Tartenberg classique. On fera une petite comparaison à la fin. Donc un robot à 4 degrés de liberté. Une première articulation ici, révolute, donc qui va faire tourner ce corps ici autour de l'axe. Une deuxième ici. Ici on va avoir une lésion glissière. Et une troisième articulation rotoïde qui va faire tourner ici la pince de l'effecteur. On va définir les distances. On a une distance A, une distance B, C et D. La position ici qui est représentée, on va supposer que c'est la position quand toutes les articulations sont nues. On va définir des corps, C1, C2, C3, C4. Voilà. Et on va définir un repère de référence, que j'ai pris exactement le même que celui dans l'ancienne vidéo pour pouvoir comparer après. Ce repère-là, il est fait de façon arbitraire, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, donc la règle, c'est l'axe ZI est porté par l'articulation I. Donc on va placer les axes Z en premier. On a l'axe Z1, l'axe Z2, l'axe Z3, l'axe Z4. Alors j'ai mis les axes ici. En fait, c'est vraiment toute la droite, tout l'axe, vu qu'encore on n'a pas encore défini d'origine au repère. Donc c'est vraiment cet axe ici. Ici, je les ai décalés. J'aurais pu les mettre ensemble. Ce qui est important de voir, c'est qu'ils soient collinéaires ici. Et on a donc ici, j'ai défini que Z4, ça va être l'axe de l'effecteur. Ensuite, on va définir les vecteurs, les axes X. Donc, la règle, hein, c'est le XI est porté par la normale commune à XI et XI plus 1. Donc X1, ça va être la normale commune à Z1 et Z2. Donc Z1 et Z2 sont deux axes parallèles. On a une normale commune qui peut être celle-ci. Ici. Alors ça pourrait être n'importe laquelle ici, l'origine, je l'ai mis ici au centre, mais ça pourrait être n'importe laquelle, hein, vu qu'on n'a pas une seule normale commune à Z1 et Z2. Mais bon, pour faire simple, je vais la mettre ici. L'axe Z2, X2, pardon, c'est la normale commune à Z2 et Z3. Donc c'est pareil, hein, vu que ces deux axes-là sont parallèles, on peut mettre X2 n'importe où en hauteur, mais pour faire simple, on va le définir ici. X3, c'est la normale commune à Z3 et Z4. Donc ça pourrait être ici n'importe quelle hauteur, mais aussi à n'importe quelle rotation, puisque Z3 et Z4 finalement sont collinaires. Donc du moment que cet axe X est dans un plan perpendiculaire à Z3 et Z4, il n'y a pas de problème. Pour faire simple, je propose de le laisser ici dans la même direction que X2. Et pareil pour X4, on va le mettre ici sur la position de l'effecteur, mais on va le garder dans la même direction que X3. Voilà, j'ai défini mes axes. J'ai tous mes axes qui sont placés. Maintenant, on va définir les paramètres de la convention Khalil-Claffing. Alors, donc pour passer d'un repère antécédent au repère I, on va définir donc ces quatre variables. L'angle alpha I, qui est l'angle entre Z, l'antécédent Z courant autour de l'axe X. La distance I, DI, c'est la distance entre les axes Z autour de l'axe X, enfin suivant l'axe X. L'angle θi, ça va être l'angle qui vont faire l'antécédent de l'axe X et l'axe X autour de ZI. Et le RI, ça va être la distance entre ces axes X autour suivant l'axe ZI. On va refaire comme dans l'ancienne vidéo. Donc maintenant qu'on a expliqué ça, on va passer à trouver ici ces valeurs de ces paramètres DH modifiés. Donc on va passer par, on va calculer pour l'identifiant l'index 1. Donc alpha 1, ça va être l'angle entre Zref et Z1 autour de Xref. Donc l'angle Xref et Z1 sont collinaires, donc on n'a pas d'angle entre les deux. Et de la même manière, comme ils sont collinaires, on n'aura pas de distance entre les deux. Ensuite, on a l'angle θ, qui va être l'angle entre Xref et X1 autour de Z1. Donc quand l'articulation va bouger, ce repère-là il va bouger. Donc cet angle ici, ça va être Q1. Et R1, ça va être la distance entre Xref et X1 suivant Z1. Donc on avait vu que cette distance-là, c'était A. Donc on va avoir A ici. Ça, c'est pour la première. On va passer à la deuxième articulation. Donc alpha 2, ça va être l'angle entre Z1 et Z2. Et D2, ça va être la distance entre Z1 et Z2. Alpha 2,
Du coup, c'est l'angle. Si on a deux ici, deux vecteurs, deux axes parallèles, donc on n'aura pas d'angle entre les deux. Ils sont parallèles, mais ils ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire qu'on va avoir une distance entre Z1 et Z2 suivant l'axe X1. Cette distance, on l'avait appelée B tout à l'heure. On va avoir un angle ici pour passer de X1 à X2, qui va être Q2 plus pi sur 2. On a choisi qu'en représentation, ici on avait Q égale 0, on va supposer qu'on a un angle à pi sur 2. Et R2, on va supposer que Z1, X1 et X2 sont dans le même plan. On va passer à l'articulation 3. Donc l'articulation 3, alpha 3, c'est l'angle entre Z2 et Z3 autour de X2. Donc comme ces deux axes, Z2 et Z3, sont parallèles, on a toujours 0. D3, ça va être la distance entre Z2 et Z3 suivant X2. On avait vu ici que c'était la distance qu'on avait appelée C. L'angle entre X2 et X3, ici, on a une liaison glissière, hein, donc ce repère ici va baisser, mais il ne va pas tourner. Donc comme ils sont collinéaires, on va avoir 0. Par contre, on va avoir, suivant l'axe Z3, l'axe X3 qui va pouvoir descendre, ou monter d'ailleurs, d'une valeur Q3. Donc j'ai supposé ici que Q3 c'était positif vers le haut. Le dernier repère, donc on a alpha 4 qui est l'angle entre Z3 et Z4. Comme ils sont collinaires, on n'a pas d'angle. Qui va être pareil la distance entre Z3 et Z4 suivant X3. Comme ils sont collinaires, on n'a toujours pas de distance. Par contre, on va avoir une rotation autour de l'axe ici qui va valoir Q4. Et on va descendre de cette distance ici, suivant Z4, une distance moins D. Donc on a tous nos paramètres ici des Navy-Tartenberg modifiés. On les reprend, on réécrit pour chaque changement de repère de base, c'est-à-dire un corps antécédent ou corps suivant, la formule de Navy-Tartenberg, et on va calculer la pose de l'effecteur, ici le repère 4, dans le repère de référence, en disant que c'est RF T1, 1T2, 2T3, 3T4. On a défini ces 4 transformations de base grâce à cette équation qu'on a ici. Donc on a un résultat ici. Donc moi j'ai pris maxima ici pour donner le résultat. Donc on a une forme ici qui n'est pas très, très jolie, mais bon, si on la factorise un petit peu, on se rend compte que c'est cosinus Q1 plus Q2 plus Q4 plus pi sur 2. Ce terme ici correspond à ça. Pareil pour les autres termes. Je vais réafficher le robot pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc finalement ici on a bien une matrice rotation qui va dépendre de Q1, Q2, Q4 et pi sur 2. Bah oui, l'orientation de l'effecteur ici va ne dépendre que de ces trois angles. Donc là on est plutôt bien, hein. En plus c'est vraiment de la somme plus pi sur 2. On va avoir ici la composante en Z comme dans l'ancienne vidéo, hein, c'est le même, on devrait obtenir la même chose, qui vaut Q3 moins D plus A, donc vraiment la composante en Z ne dépend que de Q3. Et la composante en X et Y ne va dépendre que de Q1 et de Q2, vu que l'articulation Q3 et Q4 ici ne font pas d'offset en translation. Donc on va faire une petite comparaison maintenant sur la convention des Navy-Tartenberg et puis la des Navy-Tartenberg par Kale-Finger. Donc cette représentation, on avait ces changements de repère ici. Donc les degrés de liberté en fait ils vont être en amont de l'articulation, ce qui est un petit peu difficile à appréhender. Et la transformation statique va se faire après finalement. Tandis que dans la méthode ici, vous voyez ce qui va changer concrètement, c'est à part les numéros, c'est cet axe ici qui va devenir celui-là. Par contre, ce qui va avoir un avantage, c'est que les degrés de liberté sont en aval de l'articulation, ce qui fait que le corps 1 est vraiment attaché ici au repère 1. Donc on va donner les centres de masse, les inerties, etc. Dans ce repère-là, c'est quand même beaucoup plus facile. Sinon ici, il faut faire des changements de repère, des choses comme ça. Exprimer les matrices de rotation, les matrices d'inertie dans des repères différents, c'est un petit peu moins pratique. Et donc on définit d'abord sur la modifiée l'effet statique et après on a l'effet des degrés de liberté. Voilà. Quitte à choisir entre les deux, voilà, celle-là moi me paraît plus pour l'avoir codé un petit peu plus user friendly on va dire, parce qu'on a vraiment le repère qui bouge avec le corps qui est après et pas l'inverse quoi. Donc c'est assez visuel, assez parlant quand même cette méthode là. Encore une fois, hein, faites attention si vous avez les docs d'un robot, bien vérifier c'est quels paramètres DH que vous avez.
les originaux ou les modifier. Et voilà. Maintenant, bon, dans les définitions des robots, maintenant, on a quand même de plus en plus des méthodes, des définitions qui se basent sur des modèles URDF que je vais présenter dans une vidéo juste après. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis à la prochaine. Au revoir.